Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Je vous retrouve dans cette petite vidéo hebdomadaire. Je rappelle que je posterai un petit peu moins de vidéos probablement dans les mois qui vont venir. J'ai des études assez intenses cette année et j'aurai pas forcément le temps de poster beaucoup plus qu'une à deux vidéos par semaine, probablement une. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la boxe? Canelo évidemment, qui fait son retour contre Edgar Berlanga, qui est un profil qui pouvait être un peu intéressant, mais en vrai, un peu à la casquette. J'ai déjà rapidement détaillé pourquoi est-ce que j'étais plus dans le train Canelo depuis un moment maintenant. Typiquement, c'est une des raisons qui fait que je n'ai pas parlé de Canelo cette semaine, que je ne me suis pas levé pour regarder le combat cette nuit. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion d'un jour, mais écoutez, quitte à pas parler du combat et à pas regarder son combat, autant ne pas faire des vidéos pour cracher dessus uniquement la semaine où il combat. Ce serait quand même dommage on va dire, plus ou moins boycott, quitte à quand même essayer de faire une vidéo dans l'air du temps. Donc écoutez, aujourd'hui je vous propose sur un petit truc un peu passe-partout, un petit concept qui dépend un peu de l'actualité, mais dont on n'a pas forcément l'occasion de parler à une date très précise, qui est un peu le top pound for pound. Puisqu'en effet, on parle beaucoup du top pound for pound, et je trouve qu'il y a beaucoup de boxeurs qui en fait sont un peu des oubliés du pound for pound actuel, des gens dont on n'entend pas trop parler, des gens qui ont été vraiment très longtemps juste en dehors du top 10 et qui n'y sont finalement jamais rentrés. Donc voilà, je vous parlais tout un tas de boxeurs qui sont encore en activité et qui sont en fait juste en dessous des boxeurs très classiques dont on entend beaucoup parler dans le top pound for pound. Donc je rappelle rapidement mon top qui évidemment vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire est un top très individuel et très personnel, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui suivent assez activement, qui me rejoindront sur les noms. Globalement en premier j'ai Inoue, en deuxième j'ai Usyk, en troisième j'ai Crawford. Globalement, après, tout le monde a ces trois-là en première position. Et honnêtement, aussi en 1, Inoue en 3, Crawford en 2, un peu tout se défend. Je pense que Crawford en 1 est peut-être ce qui se défend le moins bien à l'heure actuelle. Mais honnêtement, ça se défend, donc il n'y a aucun souci. Et je pense que les gens sont d'accord pour dire que ces trois-là sont en tête. Ils sont en tête unanimement partout. En quatrième, j'ai Beterbiev. En cinquième, j'ai Bam. En sixième, j'ai Bivol. Donc là, pareil. Et en septième, j'ai Canelo. Donc là, pareil, ça va faire des petits débats, mais je pense que globalement, tout le monde a à peu près ce top 7. Même si pas dans le même ordre, il y a des gens qui ont Canelo plus haut, il y a des gens qui ont Bivol au-dessus de Beterbiev, il y a des gens qui ont Bam un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Bon, globalement, c'est dans ces eaux-là. C'est à partir d'après, j'aimerais commencer à discuter, parce qu'en vrai, le top 7 est à peu près verrouillé, globalement. Le top en dessous, ça allait un peu moins. Notamment, les places 8, 9, 10 sont assez compliquées. Personnellement, en 8ème, j'ai Nakatani, en 10ème, j'ai Tank, en 9ème, pardon, j'ai Tank, et en 10ème, j'ai Telagi. Alors pourquoi ces boxeurs dans cet ordre-là? Donc j'ai commencé un peu à détailler mes choix à partir de ce moment-là. J'irai jusqu'au top 15, je vous détaillerai mes raisons, mes boxeurs jusqu'au top 15. Et après je vous citerai juste tout un tas de noms qui ne sont pas dedans pour moi, mais qui auraient pu l'être ou qui l'étaient il n'y a pas longtemps. Donc pour moi, Nakatani, donc je rappelle, un champion WBC des poids coqs, qui a à l'heure actuelle une défense de titre. Il a également été champion WBO des super mouches et WBO des mouches. J'ai plus son palmarès exact, mais en gros on est autour de 28 combats pour 28 victoires et 21-22 KO. C'est un boxeur qui est vraiment très impressionnant dans Nakatani, que je place très haut parce qu'il a dominé pour moi, surtout en ce début d'année, de manière très impressionnante, des boxeurs qui sont pas hyper connus du grand public, mais qui sont très bons. Et notamment la manière dont il a dominé Santiago et la manière dont il a dominé Astrolabio, le fait qu'il soit champion dans de multiples catégories de poids, le fait qu'il ait pour le moment rentré pas de grandes difficultés, le fait qu'en début de carrière il ait battu des adversaires qui sont devenus des très grands, enfin des vraiment très bons adversaires derrière. Je pense à Masamichi Yabuki, qui a été brièvement champion de WBC des poids mouches, et Sego Yuriakui, qui est champion de WBA actuel des mouches. Ça fait que c'est un type qui est vraiment excellent. Il va revenir contre un Thaïlandais là, au week-end du 13 octobre, qui a un palmarès de fou de 67 victoires pour une seule défaite, avec 51 KO je crois. Nakatani est malgré tout favori, je vous ai parlé de ce combat-là dans une vidéo qui s'appelait Week-end de fou. Je pense que j'en reparlerai avant un peu le combat, parce que c'est un combat qui m'intéresse. Et pour moi, il a entièrement gagné cette place dans ce top 8 pound for pound. Il reste malgré tout en dessous des autres. Je pense que c'est difficile de le justifier dans le top 7. Mais typiquement, une victoire contre Takuma Inoue pourrait le propulser dans ce top-là. Évidemment, contre Inoue, le grand frère, n'en parlons pas. En 9ème, j'ai Tank, Gervonta Davis, que j'ai beaucoup critiqué dans ma grande carrière de mec qui suit la boxe. Gervonta Davis, alors pareil, j'ai plus les stats exacts, mais on est autour d'une trentaine de victoires pour une trentaine de KO, donc je pense qu'il doit être à 28 ou 29, et il a toutes ses victoires sauf 2 qui se sont soldées par KO, donc je crois qu'il a 29 victoires pour 27 KO, en 29 combats. Donc c'est un boxeur qui est hyper connu, qui fait beaucoup parler de lui bien sûr. Je n'ai qu'à la 9ème place, même si pour beaucoup il a affronté, en fait, c'est quelqu'un qui divise en fait. Parce qu'il y en a qui vont vous dire que c'est le meilleur boxeur actuel,
Non, le plus populaire peut-être, mais le meilleur non. Et il y en a qui vont dire que c'est une grosse fraude. Et en fait, ça se comprend, parce qu'il est très populaire, mais en même temps, il fait une carrière très, comment dire, disons qu'il prend toujours le 5e de la catégorie, quoi. Et qu'il va jamais aller vraiment se frotter sur les plus forts. Et il fait toujours en sorte de prendre des gens qui sont à sa portée vraiment. Et typiquement, je rappelle, mais il est champion que en super mouche, que en super plume, pardon, et il est champion maintenant de WBA des poids légers, mais seulement depuis qu'Aini est monté. Avant, il n'était pas champion léger. Donc il est champion que dans 2 KT, il a eu une seule ceinture dans chaque KT, en léger, il a actuellement qu'une seule défense de titre. On voit que quand on regarde comme ça, en fait, c'est un boxeur qui avait perdu à chaque affiche, mais c'est pas un boxeur qui combattait au niveau mondial. Il combattait au top niveau, mais pas au niveau mondial. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Malgré le fait que, mais le truc c'est qu'il souvent il dominait malgré tout suffisamment les gens qu'il affrontait pour que les gens le placent très haut. Et en fait pour moi oui, mais il y a des gens qui... Enfin il y a quand même un gap entre un top 10 et un top 2 en fait. Et c'est pour ça que pendant longtemps j'ai pas placé tant que si haut que ça et que je faisais plutôt partie de ces détracteurs. Mais en fait force est de constater qu'en vrai, il y a beaucoup d'anciens adversaires de Tank qui sont devenus malgré tout des très bons adversaires par la suite et qui ont montré qu'en fait au moment où ils affrontaient Tank, on se disait qu'ils étaient pas si bons que ça, mais qui après coup ont quand même montré qu'ils en avaient dans le ventre. Je pense à Rolly Romero qui a quand même réussi à choper un titre. On est d'accord, il n'a pas chopé dans les conditions les plus dures, il a chopé son titre. Je pense à du coup Isaac Cruz, qui en a chopé un également. Frank Martin, c'était pas mauvais. José Pedraza, c'était pas mauvais. Et en fait, il y a beaucoup de boxeurs finalement qu'il a affronté qui étaient pas mauvais. Même Ryan Garcia, on s'est moqué de lui pour affronter Ryan Garcia, comme quoi Ryan Garcia était nul. Et finalement, il gagne contre Heini 1 an plus tard. Alors évidemment, il y avait des clauses de réhydratation, je passe à des trucs classiques. Ce qui fait pour moi que Tank n'est pas plus haut qu'une 9e place, mais qu'en fait, malgré tout, c'est un boxeur qui mérite quand même d'être considéré, parce qu'en fait c'est un bon boxeur. Évidemment on regrette qu'il ait affronté ni Loma, ni Shakur, même Zepeda maintenant qui est dans la course, ni Heini quand il était là, et que celui qu'il a affronté c'était Garcia, quand Garcia était à son plus bas. Mais bon, et que c'est surtout Garcia qu'il fallait chercher le fight, mais bref. Donc tout ça, ça fait qu'on peut pas le placer plus haut, même si évidemment il aurait de quoi, parce qu'il va tous ces noms-là, il est dans la course avec tous les autres, donc avec Inoue aussi, et tout ça. Mais bon, malgré tout, pour moi ça reste quelqu'un qui actuellement se place très bien. En 10e position, j'ai Kenshiro Teraji, un type qui, pour moi, j'ai l'impression dans beaucoup de listes, top à la porte du top 10. Pour moi, il y est, il n'y a pas de problème. Teraji qui est champion WBC, WBA, Ring et Lineal des poids mi-mouche, qui a fait pas mal de défenses de titre, qui fait à chaque fois des super combats. Pour moi, je vous le dis, c'est le combattant le plus excitant actuellement. Et en vrai, bah ouais, il a dominé sa catégorie comme personne. Tous les autres champions, ils n'ont pas vu l'affronter, donc ils montent. La seule défaite qu'il a, il a pris une revanche instante, il a battu le mec par KO. Il a pris Hiroto Kyoguchi, qui était un très bon boxeur, et il l'a battu de manière assez décisive. Alors il a quand même mal au tapis, mais il l'a battu de manière assez décisive. Honnêtement, il n'y a pas de souci, t'es la top 10, moi je suis dans le train. N'hésitez pas à aller voir ce boxeur, il va également combattre dans le Super Weekend du 12, 13, 14. Il va tenter de prendre la ceinture WBC à Rosales, des poids mouches cette fois-ci. Donc voilà, donc vraiment aller voir ce boxeur, pour moi il a complètement été sa place dans le top 10. En 11e, j'ai un cas un peu particulier puisque j'ai Davin The Drain Haney qui était dans le top 10 aussi, pound for pound sans hésitation. Globalement, c'était lui qui était dans le top 7 avec Canelo, Bivol, Beterbiev et puis les 3 duos. Puis il est descendu et peu de temps après, Bam est monté. Et en battant Estrada, pour moi, c'est quand même forgé une place dans le top 7 assez mérité. Pourquoi Haney est descendu? Pourquoi finalement il est quand même 11e sur moi, enfin sur ma liste? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas remis plus haut? En fait, ce qui est chiant avec Haney, c'est que c'est un gars qui, avec son palmarès tel qu'il est actuellement, est dans le top 7, voire top 8, du coup, parce que Bam est rentré pour moi dans cette caste un peu d'élite. Sauf que, en fait, je l'ai mis 11e. Parce que le truc, c'est qu'il perd contre Ryan Garcia. Alors évidemment, ce n'est pas une défaite, c'est un no contest, parce qu'on le rappelle, mais Ryan Garcia était plus lourd. Et surtout, Ryan Garcia était dopé. Et donc évidemment, perdre contre un type dopé, c'est pas vraiment une défaite. D'où le fait que ce soit un no contest très juste, et j'ai déjà parlé de cette histoire un petit peu plus en avant sur la chaîne. Malgré tout, évidemment, c'est dur de déceler. Est-ce que vraiment le dopage a fait que Haney a perdu ce combat? Parce que bien sûr que grâce au dopage, Ryan Garcia était un peu plus rapide, il était un peu plus fort, il était un peu plus musculeux, un peu plus, je sais pas, un peu plus résistant. Bon, maintenant, est-ce que vraiment sans ça, Haney aurait quand même gagné? Parce qu'au fond, ce qu'il bat à Haney, c'est un crochet gauche. Rapide, certes, fort, certes, mais un crochet gauche qui touche, en partie parce qu'Haney baisse sa main quand il tape, en fait. Et un crochet gauche où tu sais très bien que c'était l'arme principale de Garcia, et que ça a été son arme principale, voire sa seule arme du combat. Donc en vrai, et c'est presque pour ça que moi j'ai la haine contre Garcia de cette dopé, parce qu'en fait sa victoire, il l'aurait eu probablement sans dopage. Il s'est dopé, c'est donc un no contest, ce n'est pas une défaite pour Haney, là n'est pas la question. Mais est-ce que malgré tout quand même, on peut vraiment dire, ah, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire.
Et bon, ça fait que du coup, pour moi, Heini est très dur à placer. Parce que d'un côté, on a quand même vraiment l'impression d'avoir vu les limites d'un combattant en un combat, qui n'est pourtant pas une défaite. Donc écoutez, je l'ai placé en 11ème, et pour moi, Heini, c'est le plus gros yo-yo. Techniquement, si Garcia est un non-contest que le combat n'a jamais eu lieu, Heini se trouve encore dans le top 8. Sauf qu'en fait, ce combat a eu lieu. Et Heini, il a mangé mentalement, il a mangé physiquement, il parle d'un retour actuellement contre Liam Paro, en fait, on n'en sait rien. Et Heini est un boxeur qui était affecté, donc je l'ai mis en 11ème, mais c'est la plus grosse indétermination. Il pourrait ne jamais réussir à revenir au top niveau qu'il avait suite à son no-contest contre Garcia, parce qu'il a quand même pris cher, vraiment, hein, qu'il allait plusieurs fois au tapis, etc. C'était un combat qui était vraiment très éreintant, un point où je me demande même si ça n'aurait pas été plus juste d'arrêter le combat, de ne pas le laisser sortir en milieu d'un round ou jeter l'éponge. J'en ai parlé, tous les gens qui s'en foutent de sa gueule, vous êtes des grosses merdes, mais vraiment, vraiment très très compliqué. Et je sais pas, peut-être qu'il va nous refaire, il va revenir contre Liam Paro, il va faire une masterclass en se cachant 12 rounds derrière son jab et il va remporter 12 rounds à 0, comme il a fait contre Progrès, et il va revenir instantanément à la 8ème place, voire plus haut, ou alors peut-être qu'il va se faire défoncer par Paro en 3 rounds et que ce sera fini pour Heini. On sait pas. Donc je l'ai mis en 11ème, mais c'est très très grosse indéterminée. En 12ème, on a une autre indéterminée, puisqu'on retrouve David Benavidez sur ma liste. Benavidez, c'est compliqué. Benavidez, c'est un type qui a été champion des mi-lourds plusieurs fois, puis qui à chaque fois a perdu son titre. Et en gros, c'est quand même un combattant qui est imposant, qui est menaçant. C'était le numéro D des super moyens, qui est une très bonne KT. Le problème, c'est qu'il n'a pas affronté tous les gens du top 10 parce que tout le monde fait la queue leu pour Canelo, donc personne ne s'affronte. Merci Canelo. Et le truc, c'est que Benavidez, c'était comme le mec qui était au bout de la queue leu, quoi. C'était le gars qui devait affronter Canelo. Mais Canelo l'esquive. Donc il monte en mi-lourd, il prend Gvozdyk, qui n'est pas un peintre, il fait un beau combat contre Gvozdyk, il gagne. Moi j'ai été convaincu par ce combat, beaucoup de gens ont dit qu'il était nul, Benavidez sur ce combat-là, je trouve quand même les gens très rudes, mais c'est vrai qu'il n'a pas dégommé, Gvozdyk comme il a dégommé le mieux ou comme il a dégommé Andrade. Je trouve quand même qu'il fait un bon combat contre Gvozdyk. Je le mets 12ème parce que c'est quand même le numéro 1 des super moyens, José Canelo qui est champion. Probablement un très très gros poisson également en 175. Actuellement en fait on ne sait pas trop si à 168 en super moyen ou en mi-lourd à 175, hein. C'est pour ça que je parle des deux. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un gros poisson dans les deux KT. Il y aurait des discussions comme quand il prendrait le vainqueur de Bivol BDRBF. Et je pense que Canelo le veut potentiellement aussi. Donc ce serait marrant d'avoir les deux qui font une guéguerre. Moi limite je vous dis foutez-moi un petit combat pour les titres contestés des 168 et comme ça on n'en parle plus. Le vainqueur ensuite affronte 175 et puis voilà tout va bien. Bon je pense que ça se fera pas. En fait, le truc, c'est que c'est surtout un combattant qui, en soi, en pound for pound, a fait vraiment des trucs bien que dans une KT. Sauf qu'en fait, c'est le fait que Canelo l'esquive qui le fait monter à ce point. Parce que, vu à quel point Canelo l'esquive, en fait, on a l'impression que Benavidez a déjà gagné contre Canelo, en fait. Et on a l'impression qu'il a presque une victoire. Enfin, il a presque une victoire de Canelo sur son palmarès, en fait. Et forcément, si tu mets Canelo victoire sur le palmarès de Benavidez, mais à la décision, Benavidez est propulsé dans le top 10. Et je dirais que c'est ça qui est dur avec Benavidez, c'est qu'en fait, moi je le place 12ème, parce que c'est quand même un combattant qui m'impressionne beaucoup, un combattant que j'aime beaucoup. Et on a quand même l'impression que vu à quel point Canelo avait les chocottes, c'est qu'il sait que c'est quand même un vrai client, quoi. Donc bon, même si encore une fois, je peux comprendre qu'on le place un peu plus bas, un peu plus haut. Un peu plus honnêtement, je trouve ça limite, même si c'est un combattant qui est vraiment impressionnant. Et si on considère qu'il est impressionnant au point de Canelo, on ait vraiment peur, je comprends qu'on le place plus haut. Si on considère que du coup, on n'a rien vu de lui, parce qu'un classement de pound for pound, c'est pas un classement de qui gagnerait contre qui, mais de qui a gagné contre qui, je considère normal qu'on le passe pas forcément plus haut que ça. Surtout qu'en dessous, il y a d'autres boxeurs à placer, notamment en 13ème, j'ai Sugar Shakur Stevenson. C'est un combattant qui est très critiqué parce qu'il fait des combats chiants, puis parce qu'il affronte pas les meilleurs de sa KT depuis qu'il est monté en léger, ce qui n'est pas complètement faux. Maintenant, il a quand même, déjà, est-ce qu'il fait un pire que Tank? Un peu ces dernières années, enfin, vis-à-vis de ce que Tank a fait les dernières années, Shakur fait, depuis qu'il est monté en léger, il fait un peu pire que ça, mais pas non plus vraiment pire. Sauf que Shakur, il a une vraie carrière en super plume, il a une vraie carrière en plume en fait. Et notamment, je trouve que c'est un boxeur qui s'est quand même montré comme étant très fin. Donc c'est pour ça que je le place en dessous de Tank. Mais voilà, n'oublions pas que cette victoire contre Valdez a été très impressionnante. Et globalement, c'est un boxeur qui domine, de manière chiante certes, mais qui domine. Hein. Il n'y a que le combat contre Santos qu'on aurait pu placer contre lui. Mais le combat contre Santos, surtout qu'il y a tellement peu de coups qu'en fait, c'est presque comme... j'ai oublié le nom. Le cubain, Jamie Ortiz contre Teofimo Lopez. En fait, dans l'idée, oui, il y a tellement peu d'action à des moments qu'en fait, tu as presque envie de donner des rounds d'Ortiz alors qu'il fait pas grand chose, parce que Lopez n'arrive pas vraiment à faire grand chose non plus, quoi. Donc, dans ce cas, c'est dur de donner des rounds d'Aki, et c'est vraiment le seul combat qu'on peut vraiment considérer enlever à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je passe 13ème. Évidemment, il peut monter beaucoup plus haut, il y a vraiment de quoi faire dans sa KT. En 4ème, j'ai Jai Opetaia, en 14ème, pardon. Jai Opetaia, qui est donc le champion IBF et Ring des Cruiserweight.
Un peu taillé, c'est compliqué. Il bat Bredis, qui est vraiment un gros client, donc il se place très haut. Suite à ça, il y a une revanche qui doit se faire, mais Bredis ne peut pas la faire parce qu'il est blessé. Du coup, il pulvérise deux mecs du top 10-15, donc qui étaient Zoro et Thompson. Et là, il est pulvérisé en 4 et 1 round, et on se dit c'est bon, on a trouvé le nouveau roi Opetaya. Parce qu'Opetaya contre Bredis, hein, Opetaya domine les premières heures du combat, puis il se fait malmener dans un deuxième, il est au bord du chaos, il survit. Il s'est quand même pété la mâchoire dans ce combat-là. Donc il gagne contre un gros client, mais dans les difficultés. Après, il pulvérise deux mecs, en fait on se dit c'est bon, il était sur l'ascension. Le combat contre Bredis, c'était le combat un peu équilibré parce que Bredis descendait et Opetaya montait, ils sont croisés. Et là c'est bon, Bredis est en bas, Opetaya est en haut, et puis maintenant Opetaya est à des kilomètres de tout le monde dans la KT. Il y a des gens qui disaient déjà que il parlait d'un Usyk Opetaya en disant que c'était le futur clash, machin. Et puis Opetaya reprend Bredis et il nous refait la même chose qu'au premier combat. Donc il le domine sur la première partie, puis il se fait dominer dans la deuxième, et il finit mal le combat. On avance au point, mais il finit mal le combat. Et ça a un peu pété la hype Opetaya, je trouve. Où avant ce combat, on parlait vraiment d'Opetaya comme le monstre des 200 kg, enfin des 200 livres. Maintenant, on en parle comme le meilleur boxeur de 200 livres. Voilà. Ce qui est toujours très bien, mais on en parle moins comme le monstre. Voilà. Moins comme le mec, moins comme le dernier gros. Parce que j'ai vu ça passer, hein, je dis pas que c'était le. J'ai vu des gens dire que Opetaya était le dernier gros challenge restant à Usyk. Que c'était le meilleur boxeur, poids lourd et mi-lourd confondus. Pardon, poids lourd et lourd léger confondus. Peut-être pas du coup, vis-à-vis de ce qu'il a fait contre Bredis. Maintenant 14ème, ça me reste je trouve une très bonne position. C'est un combattant qui a montré des très belles choses contre des bons boxeurs de sa KT, voilà. Et enfin en 15ème, j'ai Janibek Alimkanoui, le seul moyen de sa top, hein, parce que les moyens, c'est quand même une KT qui est pas folle en ce moment. C'est un gars qui a réuni 2 ceintures, IBF et WBO, 15 combats, 10 KO, 15 victoires, il fait son petit bonhomme de chemin. J'ai des petits doutes, évidemment, parce qu'il n'a pas pu faire son dernier combat, puisqu'il s'est évanoui en faisant le poids. Donc est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va garder ses titres? C'est l'interrogation. S'il débarquerait à 168, ce serait pas sympa. Sauf qu'il y a Canelo qui va bloquer les ceintures, et Canelo n'affrontera jamais Janibek. Donc ça va être chiant. Donc je pense qu'il est un peu dans un sandwich en ce moment, Janibek. Je sais pas trop quelle option il a, mais s'il arrive à avoir Canelo qui monte, ou qui prend sa retraite, et qu'il arrive à choper son petit bonhomme de chemin à 168, ou s'il monte, ou s'il arrive à refaire le poids moyen, je pense que Janibek pourra en faire un truc très très bien et s'imposer comme le champion de cette époque des moyens, qui n'est pas une excellente époque, hein, je suis d'accord, mais il peut s'imposer comme le champion de cette époque. Donc voilà, c'était mon top 15. Je vais vous citer quelques autres noms que j'ai pas mis dans le top 15, mais qui pour moi seraient derrière. En fait, j'avais mis 15 autres noms que j'ai pas mis dans le top 15. Donc en tout, ça fait un top 30. Je vais juste passer très rapidement dessus, parce que je suis déjà à 17 minutes de vidéo et le but, c'est pas non plus de faire une vidéo d'1 heure. Et je donne des noms dans aucun ordre voulu. Donc le 16e se trouve dans la liste, mais c'est pas forcément le premier dont je vais parler. J'avais juste fait la plus petite KT, la plus grande KT, et finalement je me suis rendu compte que j'ai oublié des gens, donc c'est un peu dans le désordre à la fin. Sonny Edwards, en poids mouche, qui était quand même un très bon poids mouche, avec des bonnes victoires, hein, contre Alvarado par exemple. Alvarado, pardon. Et puis il a cette défaite contre Bam. Après, il est revenu en explosant Curiel, ce qui montre pour moi que c'est un boxeur qui a toujours un très grand talent. Honnêtement, il était pour moi peut-être dans le top 15 avant cette défaite contre Bam. Et là, honnêtement, ça se justifierait qu'il soit un étoile dans le top 15, ça ne me choquerait pas du tout. Il va combattre contre Galal Yafai, qui est un anglais, pour un domestic fight. Ça ne m'enchante pas des masses parce qu'il n'y a pas de titre à la clé. Et je pense que les deux auraient mérité un titre. Mais après, bon, ça c'est ma vision de français où les domestic fights en France, c'est pas fou. Le combat devrait être très bien et j'espère que l'un des deux, j'espère que le gagnant pourra choper une chance pour le titre juste après. Parce qu'Edwards, actuellement, c'est probablement le meilleur mouche de la planète. Pourtant, il n'y a pas de titre. Après, Escar Coliazo, qui est donc le champion WBO des poids pailles. Je voulais quand même mettre un paille dans ce top parce qu'il y a quand même des pailles qui méritent, je pense, d'y être. Le truc actuellement, les pailles, ça manque un peu de patron. Il y a Ginjiro Shigeoka qui semblait s'imposer comme tel, puis qui s'est battre en se faisant péter l'orbite par Medellin Jérusalem. Coliazo a fait un combat impressionnant, il allait à terre à un moment, mais sinon il a vraiment dominé. Knockout Cédric Freshmart aussi a fait un bon combat. Bon, il fallait que je choisisse un poids paille, j'aurais choisi Shigeoka, mais du coup, depuis sa défaite, j'avais le choix entre Coliazo et Cédric Freshmart, et j'ai choisi Coliazo qui est un peu plus jeune et je pense un peu plus frais. Kazuto Yoka, Kazuto Yoka, il a passé sa carrière en étant 11e pound for pound. On rappelle, hein, premier japonais champion dans 4 catégories de poids différentes, des pailles jusqu'au super mouche. Carrière exceptionnelle, énormément de très bons combattants sur sa fiche. J'ai peur de tout vous les redire, mais je crois qu'il a rien que pas. Enfin, en fait, il y a plein de noms. Vous savez quoi? Allez, je vais faire un petit truc que je voulais pas faire. Je vais retourner sur PopTrek, juste pour Kazuto Yoka. Tant pis, je prends 2 minutes pour en parler en plus. Mais quel boxeur en fait. Et si vous voulez, plus je m'intéresse à la boxe japonaise, plus je me rends compte que ce mec a des noms de fou, même au début de sa carrière en fait. Par exemple, il a bel et bien Akira Yaigashi. J'avais peur de dire une connerie. Akira Yaigashi qui est un excellent boxeur, un excellent champion.
il a Yagashi. Il a Alvarado, dont je vous parlais, le mec qui a battu Senny Edwards et qui est toujours très bien classé actuellement. Il l'a. Ensuite, il a une petite défaite par split décision. Bon, vas-y, ça va. Il a Denis Nietes. Pardon, il perd contre Denis Nietes. Mais le combat. Non, pardon, il perd contre Denis Nietes. Il a Kosset Tanaka qui est très bien. Il a Francisco Rodriguez Jr. Il rebat Denis Nietes. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il avait bien une victoire contre Nietes. Il a Joshua Franco. Il a vraiment une très belle carrière, très belle fiche. Et évidemment, et je crois qu'il y a un autre. J'ai pas une connerie parce que je suis pas à fond 100% sur les noms thaïlandais. Mais je crois qu'il y a un bon thaïlandais sur sa fiche aussi. Mais j'ai pas envie de dire des conneries donc je vais pas balancer de nom. Mais voilà, donc écoutez, c'est terrible, hein, parce qu'évidemment, on ne retient pas notre ami Yoka comme un super combattant. Pourtant, je vous assure qu'il a passé sa carrière en étant 11e par tournoi, mais c'est terrible pour lui. Il n'y a pas longtemps, il est perdu contre Fernando Pumita Martinez. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas placé dans le top 15. Sinon, il y aurait été sans aucun problème. Ça parlerait d'une revanche entre les deux. Pour moi, ça semblait beaucoup à une fin de carrière de Yoka. Si à revanche et qu'il gagne contre Martinez, il réintégrerait le top 15 pour moi. Bah justement, parlant de Martinez, parlons de Pumita Martinez. Et j'ai oublié de dire un Yoka qui devrait avoir 3 ceintures des super mouches. Hein. Enfin, qui aurait dû en avoir 2, et du coup Pumita qui devrait en avoir 3. Donc Pumita, du coup, champion unifié des super mouches, qui est la caté la plus relevée de la boxe actuellement. Avec peut-être les super welter, on va dire c'est la deuxième. Donc bah, voilà, il a battu, il a quand même réussi à choper 2 titres dans la meilleure des KT. Il a battu Yoka il n'y a pas longtemps. C'est pas encore suffisant pour moi pour entrer dans le top 15 parce qu'il a une fiche qui peut encore s'étoffer un peu, mais sa victoire dans le Yoka lui rapproche du top 15. Il y a Leigh Wood. Leigh Wood, hein, c'est un gars qui pouvait quasiment entrer dans le top 10 à un moment. Il a fait des très bons combats en plume, il a perdu son titre. En fait, il a fait que des combats de fou contre Shukan, j'ai mangé contre Conlan, combat de l'année 2022. Derrière, il perd contre Lara, il reprend Lara quelques mois plus tard contre lequel il gagne, alors qu'il s'était mangé un gros KO. Il prend Warrington, il est derrière, il sort un KO de nulle part. C'était un combattant qui était exceptionnel, l'un des combattants les plus excitants pour moi de la planète, avec Telaji. Et puis, bah, il a disparu. Et puis, il a disparu, il avait parlé d'une montée. Donc, il a abandonné son titre WBA des poids mouches, hein, des poids plumes, pardon, puisqu'il était champion de WBA des plumes. Et puis, il a abandonné son titre en disant qu'il avait trop de mal à faire le poids. Il a fait un dernier combat contre Warrington parce que anglais contre anglais, c'était sympa. Et puis, bah, il a balancé sa ceinture. Et il a dit je monte en super plume. Et puis, bah, ça fait un an. Ça fait littéralement un an. Et on n'a aucune nouvelle de Leigh Wood. Donc je sais pas ce qu'il fait. S'il y en a qui en ont, je suis preneur. Parce que ouais, ça fait un an qu'il n'a pas combattu, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas d'affiche, on n'a rien. Voilà, il danse, donc du coup pour moi je peux pas le faire. Enfin, pour il y a d'autres gens qui lui sont passés devant en fait. Mais Leigh Wood, clairement. Il y a Navarrete aussi, Emmanuel Navarrete, qui était champion dans 3 catégories de poids, qui a fait un très bon combat contre Valdez, puis qui a fait une égalité contre Conceição, et qui a perdu une décision assez serrée contre Berinchik quand il a tenté de devenir champion dans une 4e KT. Navarrete, c'est compliqué, parce que pour moi, c'est un combattant qui pouvait clairement prétendre au top 15, voire au top 10, qui était un peu limite, hein, mais vous voyez, c'est toujours cette poule de combattants dans laquelle il y avait Yoka, Navarrete, Leigh Wood. Puis, le truc, c'est qu'en fait, son combat contre Valdez, pour moi, l'a vraiment mis très haut, parce que Valdez, c'est pas n'importe qui. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu le même truc, ce qui arrive plusieurs fois dans l'histoire. On a un combat qui est entre 2 gens assez connus, et en fait, le gagnant, on se dit qu'il a tout gagné et qu'il va avoir une suite de carrière très prometteuse, et en fait, c'est le début de la fin pour lui. Et à l'inverse, le perdant arrive à bien repartir. Exemple, quand Roberto Duran affronte Wilfred Benitez. Wilfred Benitez bat Duran de manière très convaincante. On se dit à ce moment-là, bah Benitez est parti pour encore plusieurs années au top niveau dans le sport, et pour Duran, ça va être compliqué. En fait, résultat, c'était déjà la fin de Benitez. La victoire de Benitez sur Duran, c'est le dernier éclat de Benitez. Et après ça, il aura un combat bon contre Ernst, qui perd, mais qui est bon quand même. Et après, c'est que la dégringolade. Et l'inverse, Duran va revenir et va choper un titre contre Aaron Barkley en 89. Et je me demande si Navarrete et Valdez, c'est pas pareil. Parce qu'on a un Valdez qui certes perd le combat et qui derrière fait un très bon retour. Et on a un Navarrete qui derrière galère contre Conceição. Le match-up était difficile, mais galère. Perd contre Berinchik. Et là, les deux vont nous faire une revanche, parce qu'entre-temps, Valdez a gagné, Navarrete a perdu. Peut-être que ça va s'inverser, mais je me demande si on n'est pas dans un cas de figure où, en fait, la fin de Navarrete, c'était Valdez. Surtout que c'est quand même un petit moment qu'il est dans le top, hein, Navarrete. J'ai plus les dates exactes, mais je crois qu'il a chopé ses premiers titres en 2017. Donc ça fait un petit moment qu'il est dans le top. Hein. Et en fait, je me demande si c'est pas déjà la fin pour Navarrete, en fait. Qui est un boxeur que j'aime beaucoup. Hein. Un autre boxeur très excitant à regarder, très sympa à voir, avec Wood et Telaji. Donc écoutez, à voir, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner pour la suite des carrières de Navarrete, mais on a peut-être déjà vu le pic de Navarrete en fait. Également, du coup, petite mention à Valdez, hein. C'est jamais un boxeur que j'ai beaucoup apprécié parce que j'aime pas son style de boxe. Le style de Reynoso, j'aime pas. Mais, et depuis qu'il a perdu contre Navarrete, il est quand même un peu sorti de la discussion. Mais en vrai, s'il a voulu faire un top 30, le mettre 29ème, c'est pas une honte. Hein. Un autre gars qu'on entend plus trop parler, le Lomachenko.
Lomachenko, on en est où? Techniquement, hein, il était quasiment numéro 1 pound for pound, voire numéro 1 avant de perdre contre Lopez. Suite à ça, il est revenu comme il a pu. Il a fait une défaite contre Heini qui est ultra serrée, certains disent qu'il aurait dû gagner. Et depuis, il est redevenu champion en battant Kambosos. J'aurais pu mettre Lomachenko dans le top 15. Je pense d'ailleurs même qu'on peut même le placer top 10 si on est un peu ambitieux. Je le place pas plus haut parce que je ne sens plus de feu dans le cœur de Loma. Il avait probablement, en fait, la défaite contre Heini, il a tellement dégoûté qu'il est revenu de sa retraite. On l'a rappelé pour un combat contre Kambosos, donc il est revenu parce qu'il y avait un titre en jeu. Il se trouve qu'il a gagné, mais là, il veut même pas combattre cette année parce que prendre du temps pour lui. Honnêtement, il a plus trop l'air dans le game, et c'est pour ça que je le place pas dans le top 15. Du coup, quitte à parler de Loma, autant parler de Lopez. Lopez, hein, qui a été très impressionnant contre Josh Taylor ces dernières années, c'est un peu tout. Il a plus trop de punch, il prend des adversaires qui sont pas fous, il n'arrive pas à les mettre KO. Alors ok, il gagne les 12-0, mais bon, voilà. Il nous fait un peu une tank, sauf que c'est quand même moins impressionnant. Et puis qu'il n'est pas encore au stade où on a pu attendre 3 ans pour voir qu'en fait, les mecs qu'il a gagnés, genre Steve Clackett, allaient devenir champion dans la catégorie des welter. Donc Lopez, pour moi, n'est plus dans le top 15, même s'il a pu un moment être dans le top 10. Jaron Ennis, également, actuellement champion welter, qui a dominé absolument tous les gens qu'il a affrontés jusqu'à présent, qui a fait un gros coup d'éclat en battant David Avanesian il n'y a pas longtemps. Mais globalement, il lui manque un nom, il lui manque des trucs. Pour moi, pourrait vraiment être très bien classé. C'est un très très gros espoir. Et je le rappelle, hein, mais The Ring avait placé Jaron Ennis comme leur futur numéro 1 pound for pound dans 5 ans. Donc j'en attends ainsi beaucoup de Jaron Ennis. Mais actuellement, pour moi, le top 15, c'est trop court. Il y rentrera très certainement, un de ces 4, hein, voire même dans le top 10, voire même plus haut. Mais actuellement, pour moi, c'est trop court. Tyson Fury, pareil, Tyson Fury, carrière chaotique depuis quelques années. Il nous fait un bon combat contre Usyk, et heureusement, parce que sinon, dans le top 30, pour moi, ça aurait été chaud. Mais c'est quand même un bon combat contre Usyk. Il le perd, mais il fait un beau combat. Mais ces dernières années sont tellement chaotiques. Vous regardez sa fiche elle est bonne, son palmarès, il est bon. Mais ces dernières années, c'est vraiment trop chaotique. Donc voilà, c'est un peu un entre-deux, parce que bon palmarès, ça n'est chaotique. Bon combat contre Usyk. Top 15, pour moi, c'est trop short. Mais un petit top 20 pour Fury, top 20, top 25, chill. Et puis évidemment, une victoire contre Usyk en décembre le catapulterait très très haut, évidemment. Enfin, il y a Kosei Tanaka, donc Kosei Tanaka qui est également un japonais champion dans 4 catégories de poids différents. Donc c'est le 3e adversaire après Inoue et Yoka. Une seule défaite contre Yoka. Un boxeur qui a aussi pas mal de bons boxeurs sur sa fiche. Ce qui me manque un peu à Tanaka pour moi, c'est que depuis sa défaite contre Yoka, il n'a pas eu cette grosse affiche. On s'est vraiment dit, ah ok, Tanaka est de retour. C'est ce qui lui manque. Peut-être un combat en unification en super mouche, évidemment, le catapulterait très très haut. Et enfin, les trois petits derniers. Errol Spence Jr., qui était dans le top 6 pound for pound avant de perdre contre Crawford il y a à peine plus d'un an. Et puis depuis, pas de nouvelles de Spence. Je l'ai mis si bas et je l'ai sorti du top 10 même, parce que pour moi c'est un peu comme Loma, c'est un combattant qui montre qu'il a parti en passé dans ce qu'il renvoie. Il devait combattre Fundora, puis on ne lui a pas donné de licence parce qu'il n'était pas en forme. En fait, la réalité, c'est sûrement que Spence ne combattra plus jamais, ou alors il fera un comeback dans 5 ans et il sera dans un piteux état et il perdra contre un journeyman. Malgré tout, je le place toujours dans le top 30, mais il ne fait que perdre des places et il n'est pas loin d'en sortir. Dans le même cas, Jermell Charlo, même situation que Spence, que Loma, un type qui arrive au top, on en attend énormément. Il devait combattre au-dessus, puis le combat arrive jamais. Et puis en fait, il montre qu'il a plus rien quand il combat Canelo, qu'on voit qu'il a aucune flamme, aucune envie, et puis que là derrière, il est en roue libre, il combat plus, il a que des affaires avec la justice. Je parle pas de Jermall, mais bien de Jermell. Bon voilà, probablement qu'on reverra peut-être pas Jermell sur un ring aussi, donc bon malgré tout, il était dans le top 10, c'est il y a pas si longtemps, hein. Il y a 2 ans, il était top 10, hein. Mais là, pour moi, il est descendu, hein. La boxe, ça évolue vite, et malheureusement, pas dans le bon sens qu'il faut pour Jermell. Et enfin, le dernier, et normalement ça fera 30, Tim Tszyu. Tim Tszyu qui s'est imposé comme étant le patron des 154, des super welter. Il a eu une petite défaite un peu limite contre Fundora, où il y a une grosse blessure, ça a vraiment changé la dynamique du combat. Depuis, il n'a pas pu recombattre. La catégorie de 154 s'est beaucoup redynamisée avec l'arrivée de Crawford. Ça reste un combattant qui est très dangereux et que je place dans mon top 30 pound for pound en vrai. Je le place pas, je veux dire, je le place pas 16e hein, dessus, mais dans le top 30 totalement. Et c'est tout. Ah ouais. Donc voilà, il y a des noms qu'on aurait pu s'attendre à ce que je mette. Genre David Morel, je trouve qu'il est limite par rapport aux autres gens. Évidemment, il serait en 31, Christian Mbili serait peut-être 32, vous voyez ce que je veux dire. Mais en vrai, voilà. Pour moi, c'est vraiment le top actuel. Voilà, Jordo Ramirez serait peut-être 33, vous avez l'idée. Mais voilà, pour moi, c'est mon top 30 pound for pound actuel. Pas forcément dans l'ordre entre 15 et 30, hein, parce que c'est dur de vous classer.
Mais voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Finalement, une longue vidéo, alors que je voulais faire un truc un peu rapide. Je sais pas de quoi je parlerai la semaine prochaine. Je sais même pas trop si j'aurai le temps de tourner. On verra bien. Ah, mais si, de toute façon, il y a Joshua qui vient nourrir le peuple. J'ai oublié que la semaine prochaine, on a Joshua qui fait un petit combat contre Dubois. Combat qui m'intéresse, hein, j'aime bien Dubois. Donc j'essaie peut-être de trouver un petit moment cette semaine pour rapidement parler du combat, ou à minima parler de la carte. Parce qu'évidemment, la carte va être cool. Bref, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. N'hésitez pas à me balancer un peu votre top pound for pound dans les commentaires si vous en avez. Et me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.